哎，你这妈的，俺们干气呢。这那老大我也找不着啊。那啥吧，我给你找去吧。我这个地方太远了，咱们当天回不来。带那啥呗，带着不围的，到时候丢一宿。那行，那咱趁亮现在就走。行，准备东西。哎，好了。Hunan et Gechunqing appartiennent au groupe ethnique Orochen. Traditionnellement, les Orochen sont des chasseurs nomades qui vivent le long des frontières nord de la Chine. Avant la saison de la chasse hivernale, les chasseurs doivent retrouver leurs chevaux qui ont couru librement dans les montagnes au cours de l'été et de l'automne. Cela prend souvent un jour ou deux. Hunan hésitait à aller chercher son cheval. Maintenant, il a obtenu l'aide de Gechunqing. Il est confiant et joyeux. Les vastes montagnes du Grand et Petit Khingan sont la patrie des chasseurs Orochen depuis des siècles. Après la fondation de la Chine nouvelle, les Orochen ont progressivement quitté les montagnes pour devenir agriculteurs. Cependant, la chasse hivernale a été conservée comme un élément de la culture traditionnelle vivante. Dagues, 这地方行吗？这边不还挺行的。对，整水还方便。行，那就在这儿了啊。好。Avant de partir, les chasseurs Orochen expérimentés trouvent une pente ensoleillée près du site de chasse. Ils y installent une sorte de tipi appelé Tro Luozi en guise de camp de nuit. La disponibilité du bois de chauffage, de l'eau et du fourrage pour les chevaux sont autant de facteurs clés. Le Tro Luozi est l'habitation traditionnelle des nomades du Nord. Il est très simple à construire. Les matériaux essentiels sont faciles à trouver dans les forêts. Lorsque les chasseurs doivent parcourir de longues distances pour suivre leur proie, même les tentes les plus élémentaires deviennent difficiles à transporter. Les chasseurs Orochen n'ont qu'à apporter une couverture faite de peau de chevreuil qu'ils enroulent autour d'un cadre de jeunes bouleaux ou de mélèzes facilement disponible. Ce tipi conique dispose d'une petite entrée pour les occupants. Avant de sceller l'entrée, de la neige épaisse est utilisée pour alourdir le bas des fourrures et couper les courants d'air. Le sommet de la pyramide est laissé ouvert pour évacuer la fumée. Dedans, les chasseurs peuvent faire cuire une marmite de ragoût sur le feu pour combattre le terrible froid. Il fait moins 30 à 40 degrés à l'extérieur. Tu放这没事吧？哎，没事。放里了。咱俩不在这儿，再让谁给咱们喝了？我也没人偷，没事，喝也白那啥喝。哈哈，咱请还请不来呢哈。是啊。Une fois le Tro Luozi installé, Gechunqing emmène Hunan à l'endroit où son cheval a été vu pour la dernière fois. Cependant, l'expédition commence mal. Avant que le cheval ne soit retrouvé, un chien manque à l'appel. Heureusement, le chien n'a rien. Mais ils ont perdu du temps et il fera bientôt nuit.
Wunan et Ge Chunqing doivent retourner au Zuo Luozi et repousser les recherches au lendemain.说班子上，大家买上个。过去那部分，20部分，突然部分，不远的部分。好了，豆豆，我给你喂点吃的吧。累一天了，那不吃了，累了吧？嘚瑟，再套着好也不管你了啊！有点那个什么撑不住了。这个皮围子还是厉害呀。咱那个皮围咋的？刨皮是刚那个冷时候打的。这些东西得好几十张的刨皮呢，40-50张是有。真是、做一个老费劲了。你看那皮子，然后还那毛还不好掉毛。是啊，里面就是火崩，它也不着。头上血的吧？是啊。哎呀，正好。Protégés par le Zuo Luozi, les chasseurs passent la nuit en toute sécurité. Pendant des centaines d'années, le peuple Orochen s'est appuyé sur ce type d'habitation simple pour effectuer d'innombrables voyages, transmettant sa culture de génération en génération. Le lendemain, à une bonne cinquantaine de kilomètres de chez lui, le jeune chasseur retrouve enfin son cheval, Nez Blanc. Les chiens et les chevaux de chasse sont indispensables pour les chasseurs Orochen. Cette race de chevaux Orochen a une longue fourrure. Même sans l'aide de son propriétaire, elle peut survivre aux rigueurs de l'hiver dans la nature. Cependant, Nez Blanc a rejoint un nouveau troupeau et il est devenu un peu sauvage. Wu doit le réhabituer à la bride. Mais la saison de la chasse approche. L'histoire des chasseurs et de leurs 3 meilleurs amis, chevaux, chiens de chasse et Zuo Luozi, ne fait que commencer. Le Zuo Luozi appartient à un type unique d'habitation mobile traditionnelle. Comparé à d'autres formes de bâtiments résidentiels, ils sont faciles à construire, à démonter et à transporter. Dans des environnements divers et avec différentes ressources disponibles, les ethnies chinoises ont développé une variété de modes de vie nomades. Dalai est l'héritier au niveau régional de l'art de la construction des geurs mongols. Ailleurs, le geur est appelé yurt. Ces deux-là sont les plus grands qu'il ait jamais construits. Il veut utiliser l'un d'eux pour faire son atelier, le second pour montrer à de potentiels clients. Dalai pense que leurs ancêtres nomades ont compris les exigences du geur depuis l'époque des cavernes. Pendant des milliers d'années, les matériaux de construction ont toujours été l'osier et les peaux et fourrures de bétail. La structure de base de la yourte n'a pas beaucoup changé non plus. Un mode de vie nomade implique qu'elle doit rester simple, économique et facile à déplacer.
L'installation du nouvel atelier n'est pas finie, mais des clients arrivent déjà. Un vieux berger local, Budult, voudrait un gur traditionnel dans 2 semaines. Ayant d'autres commandes à honorer, Dalai ne peut terminer la tâche que dans 1 mois. Aratar est le nouvel apprenti de Dalai. Il vient d'arriver de Hohhot. Tous deux commencent à fabriquer le gur de Budult. La première étape consiste à préparer le bois. Habituellement, on utilise le saule pour construire un gur mongol traditionnel. Ce que les bergers apprécient le plus, c'est son pouvoir de régénération. C'est inépuisable. Le bois collecté est simplement transformé en fonction de son utilisation finale. Pour préparer le bois, il faut d'abord le tremper dans l'eau. Pendant qu'ils attendent, Dalai raconte à son nouvel apprenti comment lui-même a commencé à apprendre son métier. Au début des années 1970, son père fut étiqueté comme réactionnaire pour avoir fabriqué trop de gur, héritage de l'ancienne société. Le gur qu'il habitait fut incendié et réduit en cendres. Il dut partir vagabonder sous d'autres cieux. À l'âge de 18 ans, un charpentier octogénaire l'accueillit en tant qu'apprenti. Dalai a collecté, réparé ou construit ces gurs dans le cadre de son travail de démonstration ou d'enseignement. Des dizaines de ses meilleurs disciples ont créé leur propre entreprise dans le Xinjiang, le Qinghai, le Gansu et la Mongolie intérieure. Ils ont tous prospéré. Le saule trempé doit ensuite être cuit dans un four spécial. Grâce à sa légèreté, sa souplesse et sa résistance, le saule a toujours été privilégié par les constructeurs de gur. Outre le bois, les matériaux de fabrication d'un gur comprennent le cuir et la laine du bétail. Une autre étape de la fabrication du gur est la préparation du feutre et des cordes. Les travaux de couture sont généralement effectués par Saran, la femme de Dalai. Le feutre est brodé et tissé avec du fil en poil de chameau pour plus de durabilité et pour l'aspect décoratif. Une fois que le cadre en bois, le feutre et les cordes sont terminés, le gur est prêt à être installé.
Le berger Boudelt a choisi un jour propice pour assembler son nouveau geur. Des 3 roues motorisées ont aujourd'hui remplacé les chameaux. Dalai emmène son apprenti avec lui. Ce sera une précieuse occasion d'apprendre. Avec l'urbanisation croissante et les politiques locales qui restreignent le pâturage, la zone d'élevage nomade s'est considérablement réduite. De nos jours, le pâturage n'est autorisé que dans des zones spécialement désignées. Le pâturage de Boudelt se trouve à une douzaine de kilomètres au sud-est de la maison de Dalai. Ses enfants travaillent tous en ville, mais lui-même est habitué à la vie nomade. Il ne veut pas vivre en ville. Les cadres souples sont reliés pour former un treillis flexible qui est ensuite doté d'une grande résistance à la traction, étant étroitement lié avec des cordes. Soutenus par les cadres en treillis, les chevrons sont utilisés pour maintenir la lucarne vers le haut. En 1 heure, les 3 sections en bois du geur ont été assemblées. Une fois recouvert de feutre fermement maintenu par des cordes, le geur est prêt à être occupé. La lucarne du geur est très efficace pour la circulation de l'air et l'éclairage. Les ombres du soleil qui la traversent agissent comme un cadran solaire géant, une horloge naturelle. La nouvelle maison est prête. Les voisins arrivent avec des cadeaux pour célébrer l'occasion. Dalai fait en sorte que son apprenti Aratar récite des hymnes de compliments. Du lait frais est offert dans toutes les directions et dans différentes parties du geur, exprimant les vœux et bénédictions des bergers. Chaque rassemblement est bien sûr accompagné de boissons et de chants. Boudelt et sa femme resteront environ 2 semaines avant de déplacer leurs moutons vers un autre pâturage. Dalai commencera à travailler sur sa prochaine commande. Les geurs sont adaptés au mode de vie des nomades des prairies de Mongolie intérieure.
sur le plateau Qinghai Xizang, les gens ont adopté une autre habitation mobile plus légère en raison des différences d'environnement naturel et d'espèces pastorales. C'est septembre. L'été se termine sur le plateau Qinghai Xizang. La famille du berger Rapten effectuera bientôt sa migration annuelle de son pâturage d'été vers celui d'automne. C'est l'un des événements les plus importants de l'année. Rapten est un berger du comté de Baima dans la province du Qinghai. Il y a plus de 200 yaks dans son pâturage. De plus, il est père de 6 enfants. Sa vie entière tourne autour des yaks. Non seulement ils fournissent de la nourriture à la famille, mais ils sont aussi son unique source de revenus. En ce moment, la deuxième fille de Rapten, Urtso, alimente un réchaud avec de la bouse de yak comme combustible. Sa femme utilise le lait de yak pour faire du beurre pour la tsampa. Pour ses petits-enfants, le yak est un compagnon de vie indispensable, un membre de la famille. Rapten appelle les yaks des joyaux noirs. Ils sont comme de bonnes fées qui gardent la vie des nomades. Le comté de Baima est situé dans le sud-est du Qinghai. C'est l'un des endroits les plus humides de la province, avec une moyenne de 170 jours de pluie par an. Mais cette pluie produit également l'un des pâturages les plus riches du pays. Les prairies du Qinghai sont l'une des 4 grandes zones de pâturage de Chine. Depuis le début du 7e siècle, la population tibétaine des prairies a mené une vie nomade, migrant au fil des saisons et s'installant temporairement là où il y a de l'herbe et de l'eau. Ils ont établi une culture unique. Le mode de vie nomade implique des déplacements fréquents. La tente portable est donc devenue le type d'habitat le plus approprié. La famille de Rapten vit actuellement dans une tente blanche. C'est un type de tente en toile industrielle de plus en plus prisé par les familles de bergers car elle est facile à monter. Mais pour Rapten, les tentes blanches ne peuvent être comparées aux tentes en peau de yak dans lesquelles il a grandi. Passer de pâturage en pâturage est un grand événement pour la famille. La fille et le gendre de Rapten sont revenus du chef-lieu pour offrir leur aide. Sa deuxième fille, Urtso, prépare un plat avec sa mère.
La famille est à nouveau réunie, savourant joyeusement le dîner. Ce soir, la tente semble très paisible dans la nuit. Le temps sur la prairie est imprévisible, il peut passer d'un ciel clair à une forte averse en quelques minutes. Rapten ne veut vraiment pas qu'il pleuve pour le déménagement. Il égrène son chapelet en priant pour qu'il fasse beau. Aux premières lueurs du jour, toute la famille commence les préparatifs. Aujourd'hui, c'est le jour que Rapten a choisi pour déménager. Tout le monde est occupé, y compris la petite fille de Rapten, âgée de 4 ans. Il est temps de se mettre en route. Rapten et son troupeau forment un spectacle imposant. Autrefois, on comptait sur les yaks et les chevaux pour tout transporter. Aujourd'hui, les bergers déplacent leurs tentes dans des camionnettes et les montent en attendant l'arrivée des yaks. Après avoir parcouru plus de 40 km, les yaks arrivent au pâturage d'automne. Pour Rapten, cette zone est idéale. Les bergers sont très pointilleux sur l'emplacement de la tente. Idéalement, elle est abritée sur 3 côtés et possède une ouverture face à l'est. Cette fois, Rapten décide d'utiliser la tente en yak traditionnelle. La tente en yak n'est pas aussi simple à monter. En plus de toute la famille, Rapten a également besoin de l'aide de ses frères et de ses compagnons bergers. À l'intérieur de la tente, un poteau en bois sert de poutre et 2 autres poteaux servent de colonnes. À l'extérieur, les 4 coins de la tente sont tirés par des cordes épaisses qui sont ensuite fixées sur des piquets en bois enfoncés dans le sol. La tente noire s'élève au son d'une chanson de travail traditionnelle. Au milieu de la tente, 2 vertèbres cervicales de bovins sont placées au sommet de 2 poteaux pour maintenir d'autres pieux en place. Il s'agit d'une mesure pratique chargée d'une profonde signification culturelle. Au coin de la tente, les bergers accrochent des drapeaux de prière colorés qui flottent au vent, sollicitant la bonne fortune et la prospérité des dieux. Une fois la tente montée, Urtso fait bouillir du thé pour ceux qui sont venus prêter main forte. Tout le monde s'assoit pour discuter de ses espoirs pour l'avenir. De la fumée s'élève du haut de la tente. Dehors, les drapeaux de prière dansent dans le vent. Pour Rapten, c'est comme au bon vieux temps.
Il a la nostalgie de son passé dans la prairie. La tente de yak traditionnelle est solide et durable. Quand il pleut, les poils de yak absorbent automatiquement l'eau et se dilatent, offrant une excellente protection contre l'averse. Lorsque le temps s'éclaircit, l'eau s'évapore rapidement avec l'aide du vent et l'espace entre les poils est restauré, ce qui constitue un excellent système de contrôle automatique de l'environnement. La peau de yak est facile à obtenir. Elle détermine la nature légère et portable des tentes qui sont très adaptées au mode de vie des nomades sur le plateau. Cependant, à mesure que l'urbanisation se développe, les nomades du Tsing Rai adoptent aussi progressivement un mode de vie plus sédentaire. La diminution du nombre de tentes en yak est une préoccupation pour Rapten. Les premières neiges tombent sur les pâturages à la fin de l'automne. Les yaks et les tentes noires parsèment la blanche prairie. Les gens vivent sous l'influence de leur environnement. Bien différents des bergers du Tsing Rai qui effectuent leur migration saisonnière à 1500 km de là, les pêcheurs de Beihai, dans le Guangxi, ont également un mode de vie nomade. Voici un bateau de pêche en bois traditionnel chinois opérant au large des côtes. Il fait vivre une famille et leur sert de maison depuis des générations. Prang Haishang est issu de la minorité Tanka. Il vit dans le bourg de Tiaogang, à Beihai, dans le Guangxi. Ayant appris qu'un chantier naval local vient d'importer du bois de haute qualité d'Asie du Sud-Est, il va jeter un coup d'œil. Prang Haishang veut construire un nouveau bateau pour son fils. Selon la tradition, chaque nomade adulte Tanka doit avoir son propre bateau. Le port de Tiaogang regorge de bateaux de pêche Tanka. Le long et étroit cours d'eau traverse le village jusqu'à la mer. Les bateliers Tanka naissent et vivent toute leur vie sur leur bateau car ils suivent les marées pour attraper du poisson. Tanka signifie littéralement le peuple des œufs. Selon une théorie, ils ont reçu ce nom parce que leur bateau traditionnel ressemble à une coquille d'œuf flottant sur l'eau.
Une autre théorie dit que les tankas passent tellement de temps en mer qu'ils deviennent comme des œufs flottant dans l'eau salée. Les tankas sont dispersés tout le long de la côte sud de la Chine. Chaogang est l'un de leurs principaux centres. 住以前細個都係做船噶咯，代代都係做船噶咯，做4代人咯，爺爺都開始做船。以前嚟㗎，一出世都喺船上。以前我哋咧喺船上出世嘅喎。 Aujourd'hui, les bateaux sont construits par des professionnels. Les Prang Aishang aiment venir superviser les travaux. Parfois, il propose même de donner un coup de main. Il tient à s'assurer que le nouveau bateau de son fils est solide, durable et adapté au style de vie des tankas. Les embarcations tankas ont généralement un tirant d'eau d'environ 90 cm. De taille modeste, elles sont conçues pour opérer seulement en zone côtière. Les dimensions du bateau tanka sont mesurées à l'aide d'une grande règle. Tant que les mesures de la règle sont strictement respectées, toutes les parties en bois s'emboîtent parfaitement. Il faut environ 3 mois pour construire un bateau de pêche tanka qui servira également de maison confortable. Le fils unique de Prang Aishang travaille maintenant sur un gros bateau en haute mer. Prang a essayé de le convaincre de quitter son emploi et de rentrer chez lui. Son fils a une famille maintenant. Il est temps pour lui d'avoir son propre bateau et de vivre de manière autonome. 佢梗係喜歡做大船個，真係冇有能力俾佢做啊，係嘛？佢咧參加嚟工作咧，你自己冇能力，仔都冇夠佢養仔女嘅，佢打工冇夠老乜使啊，係嘛？靠你冇能力咪老豆交個船俾你做咯。我裝嘅船都希望佢回嚟做啊，冇裝咁大噶啦，幾代都係咁樣做噶咯，都係夠食夠使噶啦。 Prang Aishang a également 2 filles qui vivent sur la terre ferme avec leur propre famille. Le week-end, elles retournent sur le bateau de leurs parents avec leurs enfants. Les bébés tankas naissent rarement à bord du bateau familial de nos jours. Mais dès le berceau, ils retournent dedans. On attache les enfants plus âgés avec une corde pour les empêcher de tomber par-dessus bord. Liang Amei, la femme de Prang Aishang, vit et travaille sur leur bateau depuis 40 ans. La famille Tanka dépend complètement de son bateau de pêche. Même s'il ne peut être comparé à un gros chalutier, il est suffisamment fonctionnel pour qu'une famille puisse vivre dedans et y travailler. La planche de bois au milieu s'appelle la voile. Elle peut être insérée dans l'eau à différentes profondeurs selon les conditions de vague pour aider à stabiliser l'embarcation. Le chantier naval construit un nouveau bateau tanka. Des planches de bois de différentes tailles ont été découpées. L'étape suivante consiste à les plier pour épouser la forme de la coque.
La structure du bateau est assemblée grâce à une série d'efforts collectifs. L'étape suivante est cruciale. De vieux morceaux de filets de pêche sont fourrés dans tous les interstices entre les planches, puis enduits d'un mastic adhésif épais. Une fois le mastic sec, la coque en bois sera étanche et suffisamment solide pour résister aux vagues toute l'année. Un bateau tanka standard mesure 16 mètres de long, 4 mètres de large et 1,8 mètre de haut. De la proue à la poupe, il est divisé en 3 parties, zone de travail, zone de repos et zone de vie. La salle des machines se trouve sur le côté droit de la poupe. Le village Tanka est une communauté sur la mer. Les épiceries flottantes vont et viennent, fournissant de l'eau fraîche et d'autres produits de première nécessité. Les bateaux taxis, facilement disponibles, offrent un transport pratique pour les personnes et les marchandises. Ils font le lien entre les bateaux et le rivage. Depuis que la Chine a mis en place l'enseignement obligatoire jusqu'à 9 ans, tous les enfants tanka doivent aller à l'école. Pour faciliter leur éducation, le gouvernement fournit à terre des logements locatifs à bas prix. Aujourd'hui, il est courant pour les tankas d'avoir des maisons sur la terre ferme. Ils travaillent sur leur bateau et rentrent à terre pour se reposer. Le bateau que Pan Hai-shang a supervisé est enfin terminé. Après de longues discussions, son fils a accepté de quitter son emploi et de rentrer chez lui après son prochain voyage sur le navire de haute mer. De cette façon, un père tanka transmet la responsabilité de poursuivre son mode de vie traditionnel à la génération suivante. Dans la soirée, les bateaux de pêche rentrent au port. Le quai de Tiaogang est en effervescence. C'est toujours là que Pan Hai-shang vend son poisson. En plus des filets, Pan Hai-shang aime aussi pêcher à la ligne. Demain matin, il prévoit d'aller pêcher en mer. Il doit ramasser des appâts. Il a pêché en mer presque toute sa vie. Il sait quand et où attraper quel poisson. Il sait aussi quel type de petits poissons utiliser comme appât pour attraper les gros. Les tankas sont habitués au vent et aux vagues. L'environnement rude et les moyens de subsistance uniques les ont conduits à créer leur propre tradition en termes de travail, d'habitation et de croyances. Le golfe de Beibu est l'une des 4 principales zones de pêche de Chine, avec de riches eaux poissonneuses. Grâce à leur méthode de pêche traditionnelle, les tankas peuvent toujours gagner leur vie correctement.
你上落加難咯。Le bateau Tanka est à la fois un outil de pêche et un abri familial. Dans l'habitat résidentiel chinois, il constitue un type d'habitation mobile à double fonction quasi unique. Simple Zuo dans les forêts du nord-est de la Chine, Geur minutieusement construit dans les steppes de la Mongolie intérieure, tente en yak saisonnière sur le plateau Qinghai Xizang, bateau Tanka du golfe de Beibu. Des générations entières ont vécu au milieu de la nature. Entre ciel, prairies et mer, ils ont bâti leur maison.游牧，它真的就是创造了这样的一个适合于移动的家园。不管蒙古包，还有帐篷，它的形式、它的取材、它的造型，这些东西都是为了它的移动，然后都可以收起来，然后放到车上就拉走了。它是一种游牧民族逐水草而居，满足它的这种生业模式的这样的一种居住方式。它以对自然的最小扰动为原则，来获得人居环境的一种生存空间。更重要的是什么呢？它让自然也适应了这种人的这种行为，人和自然形成了一种生态闭合、和谐共生的这样一种机制。传统的蒙古包呢，我们叫四片哈纳的，它每一个这个构建的节点这个连接，我们现在用的很多都是铆钉啊，或者说是它里面是用皮钉，就牛皮钉，然后进行连接。形式上面实际上就是一个圆锥跟一个圆柱结合在一起，但是力学性是最稳定的，能抵御到8到9级的大风，甚至地震是更没问题。那么再有它的这个束绳，我们叫束绳它都是用马鬃然后做成的。那这个编织过以后，这东西都是有弹性的，雪不会把蒙古包压垮的。我们看到帐篷都是选择在一种比较明朗的地理环境下，这样的一种非常饱满风灾雪灾这样不容易侵袭的这样一种环境当中，我们可以获得充分的日照，可以获得充分的视野，藏族人的文化的一种审美心理也由此而产生。这是一种环境选择的智慧。蒙古包上面的乌泥杆4片哈纳的乌泥杆是60根乌泥杆，它正好是每一个杆的夹角度是6度，阳光通过套脑打下来以后，落在不同的位置上，它就是不同的时间。所以说，它坐在蒙古包里面，一个小小的蒙古包，我就可以观天象，可以知道时空，知道时间的变化，所以有时候很神奇。